Salut les nerds! Vous vous souvenez du premier chant de l'Odyssée? Lorsque l'Aède demande à la Muse de lui conter l'aventure d'Ulysse, ce héros de la guerre de Troie, échoué sur l'île de la nymphe Calypso. Comment ça faisait déjà, les premiers vers de l'épopée d'Homère? Ô Muse, conte-moi l'aventure de cet homme subtil qui erra si longtemps, après qu'il eut renversé la citadelle sacrée de Troie, voyant les cités des peuples nombreux, découvrant beaucoup d'usages, souffrant beaucoup d'angoisse dans son âme sur la mer pour défendre sa vie. Vous vous souvenez de l'ennemi d'Ulysse? Ah, comment l'oublier celui-là? Le dieu terrible qui lui interdit le retour en Ithaque et le repos auprès de Pénélope et de Télémaque son fils, alors que tous les dieux de l'Olympe réunis concèdent qu'après tant d'années d'exil, il serait temps d'aider Ulysse à retrouver sa terre. Et tous, sauf un. Poséidon était allé chez les visages brûlés qui habitent au loin et sont partagés en deux peuples, dont l'un regarde du côté de l'Hypérion au couchant et l'autre au levant. Et le dieu y était allé pour une hécatombe de taureaux et d'agneaux, et comme il se réjouissait assis à ce repas, les autres dieux étaient réunis dans la demeure royale de Zeus Olympien. Mais quel est donc cet endroit où l'effroyable dieu de la mer tient son banquet au début de l'Odyssée, loin des conseils et des palais, si loin de l'Olympe, cette contrée mystérieuse et indomptable du peuple au visage brûlé? Destination, la Corne de l'Afrique. Chaussés, lunettes et appareils auditifs, on embarque pour 1 heure de conversation sur la culture éthiopienne. Undema Naderachu Merkam Guzo. Bienvenue dans Monde de Nerd. Merci de nous rejoindre dans Monde de Nerd, le podcast spécialement conçu pour les myopes et les hypermnésiques, qui veulent beaucoup de science, de ciné, de littérature et des infos en vrac sur des cultures hors des frontières françaises. Alors comme je vous le disais en intro, aujourd'hui on part dans la Corne de l'Afrique, tout à l'est du continent, dans un territoire aujourd'hui enclavé entre la Somalie et le Soudan, partageant des frontières avec le Kenya, Djibouti ou l'Érythrée, pays qui évoque l'aventure et le mystère, l'Éthiopie. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi justement 2 amoureux de l'Afrique. Le premier, à défaut du visage, a le cœur incandescent et sa voix est douce comme le chant des sirènes. Salut Drovduek. Hey, salut Vince. Salut tout le monde. Je vous avais dit, la voix douce comme le chant des sirènes. Le second, il a parcouru les routes, arpenté les montagnes, sillonné les mers pendant des années, comme Ulysse. Je suis tellement heureux de l'accueillir pour cet épisode. Salut Sinoué. Salut Vince, salut Drovdu, salut à tous. Alors pour commencer notre conversation sur la culture éthiopienne et sur ce que nous, les Français, nous percevons de l'Éthiopie à travers les œuvres qui nous sont parvenues, j'ai une question toute simple, comme d'habitude, pour commencer cette émission. L'Éthiopie, ça représente quoi pour vous? Sinoué, c'est quoi l'Éthiopie pour toi? Pour moi, c'est surtout une terre de diversité, la diversité culturelle, 80 peuples différents, 88 langues ou plus, des traditions complètement différentes les unes des autres, des religions aussi qui savent cohabiter. Il y a un vrai syncrétisme, ouais, il y a pas mal de religions. Alors, il y a des chrétiens, hein, les Abyssins, les chrétiens d'Abyssinie. Puis, ouais, on parle pas mal de langues, ouais, c'est ce que tu dis, c'est un peuple de diversité. Tout ça cohabite. Et puis les climats aussi, hein, peut-être qui façonnent aussi les hommes. T'es déjà allé, je sais que tu as pas mal voyagé en Afrique, Sinoué, t'es déjà allé en Éthiopie? Non, l'Éthiopie, non, malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. C'est un pays où t'aimerais aller? Absolument, une pour moi c'est destination. une véritable terre de rêve, comme je le disais. Tu parlais des climats justement, on va rebondir dessus. Enfin, je veux dire, quand on va sur les plateaux du Grand Rift qui sont situés à plus de 3000 mètres d'altitude, les températures dans la même journée peuvent varier de 40 degrés. C'est quand même Ouais, extraordinaire. On est l'été, la journée avec 25 degrés facilement, et ouais, le soir on se retrouve à des moins 15 degrés. ouais. Ouais, Extraordinaire. c'est une des capitales les plus hautes en Afrique, hein, Addis Abeba, c'est 2400 mètres, hein, c'est la Absolument. capitale du pays. Et c'est un pays avec des contrastes incroyables et qui, bah, du coup, voilà, sur les températures, ouais, peuvent entraîner aussi de grandes catastrophes. On va en reparler. Drovduek, pour toi, c'est quoi l'Éthiopie?
Alors l'Éthiopie, moi étrangement, c'est surtout l'alphabet Ge'ez qui me fascine avant tout. Je trouve que c'est Tu peux nous expliquer? en fait, c'est l'alphabet qu'ils utilisent pour écrire. Et qui est très beau graphiquement, voilà, ça me plaît beaucoup, j'ai toujours trouvé ça très mystérieux. Ouais, ouais, c'est une terre de mystère, d'aventure et ces contrastes-là, ils sont tellement étonnants que, je suis étonné qu'il y ait pas eu un Indiana Jones, en Éthiopie, quoi, qu'il y ait pas eu plus de films d'aventure, tant, l'histoire et la culture est dense, on va en parler. C'est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, et pourtant la densité de population est pas si énorme, hein, elle est de 100 habitants par kilomètre carré. C'est un peu moins qu'en France, en fait, hein. On a l'impression que les pays, africains sont toujours avec une énorme densité de population. C'est pas le cas parce qu'on a ces zones désertiques, ces hauts plateaux. Alors les villes ont une grosse densité, mais c'est pas forcément le cas de tout le pays. Et c'est vrai que pour moi, c'est une extrême diversité animale. On a les classiques comme d'habitude avec les hyènes, les crocodiles du Nil, hein, puisque c'est nilotique. On a avec le lac Omo, par exemple, enfin la rivière Omo et le lac Tana, qui est extraordinaire. Et puis, on a des animaux complètement endémiques. Vraiment, il y avait quelque chose d'extraordinaire avec les singes, par exemple, Gelada, qui vivent à 3000 mètres d'altitude, dans des situations difficiles. Ouais, 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 c'est ça, ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ça. Il y a des espèces endémiques, il y a des hauts plateaux et c'est un pays qui a, j'ai l'impression, une image assez galvaudée, en France. Si on pense à l'Éthiopie, voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a gardé peut-être une image un peu filtrée par, je sais pas, Drop Duek. Tu as le même sentiment que moi ou pas sur cette image galvaudée? Oui, il y a un cliché de l'Éthiopien affamé et alors qu'en fait, c'est un cliché, qui est ancré, depuis, l'époque postcoloniale, en fait. En fait, je voulais rebondir sur le fait que en Éthiopie, il y a un truc qui fonctionne très bien et c'est une coexistence pacifique entre, les 3 grandes religions, monothéistes. Et ça, je trouve ça assez fascinant aussi, le fait que les gens sont très détendus, qu'il n'y a pas de problème d'être juif ou musulman ou chrétien. Et ça, c'est quand même assez fascinant parce que c'est pareil quand on parle de l'Afrique, c'est tout le temps les guerres. Alors effectivement, il y a eu une guerre contre la Somalie qui a été assez dévastatrice. Mais il y a aussi cet aspect de coexistence, d'ambiance un peu détente, quoi. Et ça, c'est assez cool. Ouais, ouais, absolument, ouais, ouais, on pourrait, évoquer, d'autres régions du monde comme Bali, par exemple, hein. On a aussi ces rencontres entre les monothéismes qui se tolèrent parfaitement bien. Voilà, une certaine modération aussi dans les expressions religieuses qui fait que ça cohabite. Non, quand je disais galvaudé, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on a associé ce pays, alors peut-être justement par la rudesse des climats, aux difficultés, aux famines, aux sécheresses, à la rudesse de l'environnement. Moi, je me souviens, alors je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais dans mon enfance, l'Éthiopie, c'était associé à des injonctions. Il y avait: «Finis ton assiette, pense aux Éthiopiens». Alors plus tard, ça a été les Somaliens, c'est: «Pense aux petits Somaliens». Oui, en fait, de toute façon, on peut l'élargir au continent africain. Ouais, ouais, c'est vrai, pense aux petits Africains, aux Biafrais, et cetera. Ouais, bien sûr, ouais. Mais je sais pas, moi, j'ai vraiment, dans les années 80, ce souvenir de, bah, voilà, fallait bien se comporter parce que si on se comportait bien ici en France, eh ben, on aidait au loin les Éthiopiens qui, eux, souffraient. On avait une espèce de compassion contrainte comme ça. Il y a énormément d'images choquantes à la télé avec, voilà, on avait des bons héros, français qui partaient, des médecins avec des sacs de riz, sauver les Éthiopiens. À qui tu penses quand tu passes au médecin avec des sacs de riz? Un certain Bernard? Peut-être, je vais pas, salir la mémoire de ces grands médecins qui ont fait beaucoup, dans leur vie, et bien évidemment, mais ouais, je sais pas, du coup, j'en garde une image, que j'ai eu du mal à déconstruire, et cet épisode de Monde de Nerd, en fait, j'ai envie, qu'il rende
hommage, c'est une très faible contribution à l'échelle d'un podcast, à ce qu'il y a de fort dans les médias qui font de ce pays un pays culturellement beau, puissant, guerrier, hein, avec de grandes personnalités. Moi, j'ai un peu envie qu'on sorte du carcan du white savior, voilà, l'Éthiopie, c'est le pays qu'on doit sauver, nous les Blancs, et puis qu'on regarde un peu les héros, les héroïnes de ce pays. Je vous propose pour ça de commencer par notre première rubrique de l'émission, l'homme le plus classe du monde. Alors comme ça a été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire. Alors dans cette rubrique, on se demande si l'homme, ou la femme bien évidemment, le plus classe ou la plus classe du monde, pourrait être éthiopien ou éthiopienne. Alors j'ai plusieurs prétendantes à vous proposer, les gars. Alors, la dernière fois, dans l'épisode Islande, j'ai essayé de parler de sport et de placer un footeux, hein, Gunnarsson, pour nos plus fidèles auditeurs. Et j'ai eu un retour méprisant de Lynn et de Drofduek. Alors, Lynn n'est pas là ce soir, mais voilà, il n'a pas daigné parler foot avec nous. Drofduek n'était pas très chaud non plus, hein, Drofduek, Non, faut reconnaître. t'as raison, oui. Alors aujourd'hui, du coup, je compte sur Sinoué, qui est un vrai sportif, pour relever le niveau. D'autant que le sport en Éthiopie, c'est vraiment quasiment devenu une religion. Hein. C'est un sport en particulier d'ailleurs, hein, c'est la course de fond. Le New York Times qualifiait même l'Éthiopie de la Mecque de la course. Donc il y a dans la liste de ce soir 2 coureurs. Donc Drofduek, tu vas me dire quand même, parce que je pense que tu ne peux pas être passé à côté de ces noms-là. Le premier que je vous propose au poste d'homme le plus classe du monde, c'est Haile Gebrselassie. Alors je ne sais pas si je vais toujours bien prononcer les noms éthiopiens parce que c'est pas toujours évident et je m'excuse pour nos auditeurs éthiopiens francophones qui seront peut-être fâchés par ma prononciation. Alors Haile Gebrselassie, hein, c'est un marathonien, champion du monde, 27 records du monde. Voilà, on peut être que humble devant ce coureur qui a admiré très tôt, hein, les grandes légendes de la course comme Bikila ou Ifter, qui a un record sur 20 km également. Hein, c'est le premier homme à passer sous les 2h04 minutes au marathon. Je vous propose ensuite... Mais il a un record aussi sur 20 km. Absolument. Je vois que tu as bien bossé, Drofduek. Mais oui. C'est quoi son record de 20 km, dis-moi ? 56 minutes 26 secondes. Alors, tu vois, ça me fait super plaisir, quoi. C'est un peu moins de temps, un peu moins que le temps nécessaire à l'écoute d'un épisode de Monde de Nerd, 56 minutes 26. Hein. C'est vrai. Non, mais je tiens à m'amender par rapport aux footballeurs, mais là, il ne court après rien et c'est encore mieux. Ouais. Et c'est encore mieux, exactement, ouais. Alors on a ensuite une autre coureuse, Tirunesh Dibaba, qui est née en 85, hein, donc elle est pas, elle est assez jeune encore. Elle a un doublé 5 km, 10 km. C'est la première à avoir remporté la médaille d'or sur les 2 disciplines d'ailleurs, au JO de Pékin en 2008. On peut parler d'une autre femme qui elle n'est pas sportive, enfin quasiment quand même sportive, puisque c'est une top modèle, donc c'est un sport en quelque sorte, puisque elle défile pour des grandes marques, pour les plus grandes marques du monde, Ralph Lauren, Kenzo, Gucci. C'est Lia Kebede. Alors, plus belle, je ne sais pas si c'est possible. Voilà, hein, si vous ne connaissez pas Lia Kebede, googlisez cette jeune femme et vous serez épaté, je pense. Ensuite, alors c'est pas fréquent, mais là j'ai mis quelqu'un qui nous a quittés. Mais parce que si on pense à la classe en Éthiopie, on pense à l'empereur de la classe. Et donc je vous propose de mettre dans les références de ce soir Haile Selassie Ier, donc le dernier empereur, le dernier roi d'Éthiopie. On va en parler. Et puis un homme d'État, lui aussi, vivant, Abiy Ahmed, qui est le Premier ministre en poste de l'Éthiopie, qui est prix Nobel de la paix, et qui peut-être a sa place dans notre liste. Comme ça, Sinoué, tu aurais un nom, tu aurais quelqu'un qui... Tu te dis, ouais, ça c'est l'homme, c'est la femme la plus classe du monde. En plus de ceux que tu as dit ? Non, parmi. Alors, si tu veux parler de quelqu'un d'autre, hésite pas, bien sûr. Mais non, parmi ceux que j'ai listés. Non, alors déjà parmi ceux que tu as listés, bon, il y a Haile Gebrselassie,
Désolé, Mhm. alors désolé de la prononciation. Mais alors, le truc qui me fascine avec lui, c'est que lors de ce genre de compétition, on a quand même des mecs qui attendent toute leur vie ou plusieurs années avant de pouvoir participer à ce genre de course, quoi. Ouais, Et, ouais, et, ouais, le- tout et à fait. cette personne, au lieu d'être hyper stressée, elle a toujours le sourire. Avant Ouais, de ouais. commencer une course, elle a toujours le sourire. S'il y a Ouais, je suis bien un d'accord. mec qu'on voit Mm. qui sort de la foule, c'est lui avec le sourire. Donc Ouais, c'est déjà, génial, bien sûr. respect. C'est quand même assez extraordinaire. Après, il y a des choses que je Ouais, trouve aussi... ouais. d'ailleurs, excuse-moi, je juste rebondis là-dessus, mais c'est encore plus humiliant pour les autres, tu vois, parce que le mec Ouais. te bat des Bah records, ouais. tu vois, court à une allure mais folle. C'est-à-dire que moi, en sprint, je pense, je tiens pas son rythme, quoi. Sur 50 mètres, je le suis Ouais, pas. ouais. Tu vois, c'est ça qui est fou. Et le mec a la banane, quoi. Il a le sourire, il Mais est c'est ça. super content. Et ouais, je trouve ça. Ouais. Ah, c'est d'autant plus Je t'en prie. difficile pour moi que d'avouer ça, comme en fait j'ai fait énormément de sport et Ouais. beaucoup de courses à pied, c'est que pour moi la première chose que la course à pied me fait penser, c'est vraiment la souffrance. C'est ça. C'est vraiment ça. Moi je suis en plein dans la Ouais. souffrance. Ah, t'es un Non nerd, pas. t'es un nerd, ouais, Ouais, c'est ouais, ça. mais carrément. Comme toi, je suis un grand passionné par la course, un grand admirateur. Je suis très admiratif des Éthiopiens. Et ouais, en effet, enfin moi, j'ai déjà ressenti ça, cette espèce de second souffle, de moment où en fait, le fait de courir, bah, ça te rend bien, quoi. C'est-à-dire que tu dépasses cet effort-là. Alors c'est peut-être ça qu'éprouve Gebre Selassie. C'est pour ça qu'il est mort de rire ou qu'il est super Ouais. joyeux à la fin de ses compétitions. Ouais, Et du coup, c'est ça que je trouve extraordinaire avec lui, c'est le fait qu'il puisse avoir cette constance ouais, aussi lors de toute ouais, sa ouais. carrière comme Ouais. ça, et d'avoir ce rythme. Alors moi, le second souffle, si seulement j'avais entendu parler de ça avant, mais déjà rien que le premier souffle est Mm. difficile. Donc il y a ça. Après, par rapport à ça, et pas parce qu'on parle justement des hommes qui font la course de fond, je pense aussi à qui est Bekele. Ouais, 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 Je ne ouais, sais pas si tu as bien entendu sûr. parler de Ouais. Bekele, qui est Mm. extraordinaire. On parle quand même d'un mec qui a quasiment réussi le record du Mm. monde à 2 secondes Mm. près en 2019, je Mhm. crois, à l'âge de 37 Mm. ans quand même. Et ce mec, il est extraordinaire. Et qui a fait quelque chose d'encore plus extraordinaire. Euh, euh, il a fait un marathon en moins de 2 heures. Ouais, Voilà. alors, Alors c'est... ouais, mais alors c'est pas des records à tester parce que Kipchoge Non, aussi l'a fait sur tapis, je crois, hein, c'est ouais. ça Alors là, c'est pas sur Eliud tapis, Kipchoge. Ouais, mais il avait des lapins. Attendez, sur tapis, ouais, vous c'est sur parlez de Ouais. Bernard Tapie c'est ça, ouais, il a fait un record. Drovduek, j'ai l'impression que quand là, on s'éternise sur le sport. Tu veux nous donner ton top, ton homme le plus classe du monde? Ah, Ta vous femme la êtes plus classe du monde? là pardon, excusez-moi, je m'étais un peu endormi. Bah oui, c'est l'IA. Ouais, bah ouais, c'est la touche charme de la sélection, quoi. Mais pas seulement, parce que l'IA qui est BD, Ouais, a une carrière d'actrice. Donc elle a ouais, tout à joué fait, ouais. entre autres dans Fleur du désert, qui était Ouais. plutôt mon film, et elle a eu Mm. l'honneur de jouer avec Nicolas Cage dans Lord of War, où elle incarne une prostituée Ah ouais, du nom de mais Faith. c'est vrai, ouais. Je me souviens de cette Voilà. scène où c'est pas la scène où il est dégoûté parce qu'il a pas de préservatif. Si, c'est ça, je crois. C'est ça, ouais, c'est celle-là. Bon, c'est pas forcément le rôle génial dans sa dans sa carrière à la Ah, mais pauvre c'est Léa Nicolas Kennedy. Cage quand même. Mais c'est Nicolas Cage, ouais, c'est un honneur déjà à part entière de tourner avec Nicolas Cage, absolument. Elle a tourné dans un Costa Gavras aussi, hein, Ouais. dans le Capital. Oui. Ouais, c'est une égérie de plusieurs marques, notamment d'Estée Lauder, une marque de cosmétiques. Donc pour toi, ouais, c'est Oui, Léa ou Kennedy. alors Hailey, c'est l'acier premier, qui a quand Ouais. même son importance très très grande pour ce pays. Mais ouais, Donc, pour des raisons alors on est, autres. il a pas connu Nicolas Cage, ouais, il est trop vieux, quoi. Seconde Guerre mondiale, Nicolas Cage. Il est né quand, Nicolas Cage, toi qui es un grand fan? Il était né à la Seconde Guerre mondiale. On avait déjà les premiers, Il n'était pas les né, premières lueurs de. mais son esprit était dans la noosphère, C'est ça, attendant de s'incarner en forme humaine. Enfin, Ah, humaine. ouais, mais c'est déjà un petit peu. Tu anticipes un peu notre réflexion sur les Rastafari, peut-être. Tout à fait. Qu'il Tout à fait. était Peut-être que déjà Nicolas présent. Cage a son rôle à jouer dans l'apparition du mouvement Rastafari. Peut-être qu'il a son rôle à jouer. Donc pour toi, donc l'IA, du coup, Sinoué, tu restes sur Gebre Selassie pour.
Bah oui, du coup, avec la souffrance et le fait de j'ai un profond respect pour lui, hein, ça c'est clair et net. Ouais, ouais. Et ben, je vais mettre une voix pour Gebre Selassie aussi, parce que j'adore la Mmh. course et je suis très admiratif. 2 voix pour Gebre Selassie, ce sera lui, l'homme le plus classe du monde. On passe tout de suite à la rubrique La mousse au chocolat du patron. Ah, encore une chose. Je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron. Alors dans cette mousse au chocolat du patron, j'ai 2 propositions à vous faire, qui sont en réalité un peu du même genre, et qui ne nous viennent pas directement d'Éthiopie. Parce que en fait, ce qui nous arrive d'Éthiopie, bah, c'est plutôt bon. Mais en revanche, comme je le disais tout à l'heure, ça a un peu façonné notre image, du pays depuis les années 80. Et moi personnellement, j'ai du mal à me défaire, de cette image, cet épisode de Monde de Nerd. C'est un peu pour casser aussi cet a priori que les années 80 m'ont transmis, pardon. Et bah, c'est 2 chansons. La première, c'est We Are the World de Monsieur Jackson et Monsieur Ritchie. We Are the World, ça a même donné le nom à l'album, un album caritatif, sorti en 1985, qui était destiné à récolter des fonds contre la famine en Éthiopie. Donc après la crise de 1984, il y a eu une famine très très importante en Éthiopie, après des événements climatiques assez forts, des sécheresses. Et donc, on a voilà, ce collectif d'artistes, We Are the World. Alors, c'est 7 minutes pour moi de pure torture. Je ne sais pas si ça a aidé les Éthiopiens, j'espère que ça l'a fait. Mais en tout cas, ça m'a pourri la vie, ce morceau. On le chantait en anglais, en cours d'anglais, on le chantait au catéchisme, on le traduisait même. Nous sommes le monde, nous sommes les enfants. Enfin, c'était absolument abominable. On le chantait en colonie, ça se passait au supermarché, ça passait dans ta bagnole, ça passait dans les TV crochets. Et puis, eh bien, on a une réplique. Bah oui, parce que quand les Américains font quelque chose de bien, eh bien, on les double, nous, en France. Et donc, on a eu SOS Éthiopie, avec des chanteurs sans frontières, et qui nous ont voilà, proposé, en 1985 aussi, sur un 45 tours de Pathé Marconi, eh bien, ce collectif qui partait d'une bonne intention, à lutter contre la famine, reverser les fonds. Bon, c'était une espèce de parade comme ça, de chanteurs français. Je me souviens plus de tout le monde. Alors, c'était Renaud qui avait écrit ça. Et voilà, c'est pareil, on ne peut pas se sortir de la tête ce refrain-là. Drofduek, tu te souviens de ces 2 chansons? Je me rappelle surtout de We Are the World. Ah ouais, Parce non, que mais bon, attends. c'est quand même un On est désolé morceau pour les auditeurs à qui on a remis dans la tête cette chanson. Ouais, c'est... Et puis, il y a quand même Bob Dylan dedans. Je pense que ta Il y a relation Bob Dylan, problématique regarde-moi, avec... j'avais Mais bien oublié, tu vois. sûr, il faut regarder la vidéo parce que Bob Dylan, il a l'air très impliqué dans Ouais. la vidéo. Ah bah j'imagine, ouais, comme Il a toujours. l'air Ouais, totalement ouais, ailleurs. ouais. Je sais pas ce qu'il avait pris ce jour-là, mais Ouais. je pense Putain, le qu'une gars, partie il vient pas récupérer son prix Nobel, mais il était il là a quand pour. même participé, oui, oui, oui. Enfin, son enveloppe corporelle, son enveloppe corporelle était là ce jour-là. Était là, ouais. Mais son Il est esprit sur était le avec cul. Nicolas Cage, peut-être. Totalement, je pense. Sinoué, tu te souviens de ces 2 chansons, toi? Bah, j'ai eu de la chance en fait. Déjà de We Are the World, je l'ai pas souvent écouté, heureusement, ni au supermarché ni ailleurs. Donc vraiment, Quelle j'ai été chance. bien épargné. Et Ouais. puis j'ai bien été épargné pour la chanson française, SOS Éthiopie. Malheureusement, je l'ai étudié un petit peu pour venir jusqu'ici et vous en parler aujourd'hui. Et j'avoue que c'était un véritable choc et j'aurais préféré ne pas la connaître. En Ah réalité. ouais, non, mais Ouais, alors après, c'est ouais. vrai qu'il y avait aussi des artistes engagés. On a Coluche qu'on voit sur la vidéo, on voit Gérard Depardieu qui est un homme très engagé, comme on le sait. Voilà, bon. Mais voilà. Donc du coup, non, vraiment. Et alors Renaud qui était Surtout engagé dans la viticulture. Oui, c'est ça, ouais. Principalement, ouais. Non, mais mais les paroles, mais c'est une catastrophe. Puis en plus, je me souviens, ce qui était très, très malaisant, ce qu'il est encore aujourd'hui, hein, quand tu chantes la chanson, il y a une espèce d'ambiance gospel, comme ça, un peu chœur, où on reprend, tu vois, on reprend loin du cœur et loin des yeux. Et puis, tu sais, t'avais l'Éthiopie meurt peu à peu, puis ça vibait tout autour à peu. Et tu dis, mais attends, mais on est en train de parler d'un pays juste qui crève la dalle. Je sais pas, ça peut pas permettre une Ouais. chanson fun qui passe dans ton supermarché quand toi tu vas acheter tes chips et ton coca. Enfin, il y a cette espèce d'incohérence complète qui faisait, si tu manges bien à table, tu aides les Éthiopiens. Si tu écoutes cette musique, c'était bizarre, quoi. Alors, je comprends, et enfin voilà,
ça a aidé le pays certainement. C'est un peu comme ces démarches des enfoirés, voilà, qui pour les restos du cœur. C'est-à-dire ça se comprend, mais ça faisait un peu, j'ai l'impression, mise en vue, un peu bien-pensance de tous ces artistes. Euh, alors, Bien-pensance, je dirais plutôt bonne conscience. ouais, Ouais. peut-être ça, On se ouais. donne bonne Ouais. Ouais, se conscience. donner bonne conscience. Plutôt que de Ouais. donner ses royalties, par exemple. Michael Jackson, il aurait pu donner une partie de ses royalties sur Thriller, par exemple. Ouais, ouais. Hein, il préférait Voilà, écrire un morceau pour montrer, regardez, on ouais, est tous ouais. mobilisés pour l'Afrique parce qu'on est des gens bien. Ouais, c'est ça. Ça donnait un petit peu cette impression. Alors bon, l'album, enfin les 2 albums, hein, que ce soit, USA for Africa, enfin le collectif USA for Africa de We Are the World, ou que ce soit, le SOS Éthiopie, hein, les deux sont très bien vendus. Il y a eu très certainement des bonnes recettes, hein, pour le disque français, c'était 10 millions de francs à l'époque, hein, en 1985. Donc oui, très certainement qu'au niveau humanitaire, ça a aidé. Je crois aussi qu'il y avait cette dimension très forte à l'époque de susciter des vocations, hein, voilà, d'inspirer les gens, mais aussi de les amener à, voilà, s'engager, s'impliquer dans des causes. Donc il y a du Alors qu'en même positif. temps, on était dans une période hyper cynique, les Ouais. années 80. Et donc oui, il y a un côté, il y a un peu hypocrite à tout ça. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. On a l'impression quand même que c'était un peu hypocrite, toute cette, tout ce déballage de bonnes valeurs, de bonnes intentions. On est le monde, on fait une petite chanson, on va retourner quand même dans nos villas et on va quand même faire nos albums et puis on va faire nos concerts. J'ai un peu du mal avec ça, et surtout j'ai du mal avec le fait que, eh bien, ça dessine la représentation d'un pays pour une génération. Parce que quand tu es adulte, tu as peut-être le recul, tu connais autre chose de l'Éthiopie, mais quand tu es enfant et que l'Éthiopie, c'est de la souffrance, et puis c'est le pays à aider, et puis c'est l'Éthiopie meurt peu à peu parce qu'ils sont loin des yeux et loin du cœur, bon, bah, je sais pas, t'as besoin après de faire tout un travail voilà, faut que tu Ah bah casses t'es un petit peu ça. conditionné, quoi, parce que Ouais, faut que tu quand c'est déconditionnes, ça. ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Bon, voilà, ça c'était notre mousse au chocolat du patron. Elle vient pas d'Éthiopie, mais c'était un petit coup de gueule, voilà, fallait faire un petit Le coup de pire des gueule. deux, hein, je tiens comment dire, c'est pas We Are the World. Ouais, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord, la souffrance est française, ouais. C'est vrai. Bon, encore qu'elle est moins longue que We Are the World, parce que We Are the World, elle est interminable, Oui, c'est vrai entre que ça guillemets. finit pas comme morceau. Un peu comme Heal the World d'ailleurs. Ouais, un peu Merci comme, Michael. ouais, comme Heal the Merci World, Michael. ouais. Et ce serait pas le même, Si, ce serait pas c'est l'ami des le même enfants, chanteur. Michael. Exactement, peut-être, ouais. Alors, comme je le disais au début de cette rubrique, en fait, c'est pas en Éthiopie qu'on va chercher notre mousse au chocolat du patron, parce qu'en Éthiopie, vraiment, et sur l'Éthiopie, il y a de grandes œuvres. C'est ce à quoi on va s'intéresser tout de suite. On va donner quelques exemples des grandes œuvres qui parlent d'Éthiopie ou qui nous viennent d'Éthiopie. Et c'est la rubrique Top of the Pop. Classement. Top of the Pop. Alors dans ce Top of the Pop, messieurs, on va parler de pas mal de choses. Comme d'habitude, on va un peu évoquer la musique, on va évoquer le cinéma éthiopien, le cinéma qui raconte l'Éthiopie aussi. Et puis on va parler d'art graphique, on va parler d'un grand titre de bande dessinée, on va parler d'Hugo Pratt et des Éthiopiques. On peut commencer par un mouvement qui est pas directement aujourd'hui associé à l'Éthiopie, et c'est étrange parce qu'en fait il vient d'Éthiopie. Il est développé en fait en Jamaïque, je pense au mouvement Rastafari, mais en fait l'origine du Rastafari, c'est éthiopien. Tu saurais nous dire pourquoi, Drof Duek, ce mouvement il est vraiment associé à l'Éthiopie? Donc c'est un mouvement qui est lié à une musique qui a été popularisée par un seul homme, Bob Marley, hein, forcément, une des plus grandes stars du tiers-monde, comme on pourrait dire, qui s'est fait connaître dans les années 70. Comme on ne dit plus aujourd'hui, mais comme on l'a dit à une Exactement, époque, ouais. c'était lui et Bruce Lee, c'était les stars des pays un peu en voie Ouais. de développement. Voilà. Et en fait, lui s'est très inspiré avec
avec les autres personnes qui jouaient du reggae de ce mouvement Rastafari. Et donc, qui a infusé la musique reggae, en fait, et qui est vraiment liée, enfin, les couleurs vert, jaune, rouge, le lion, etc. Tout ça a été inspirant pour eux. En fait, ils se sont inspirés de Haïlé Sélassié pour entamer un mouvement de retour vers leurs racines africaines et sortir voilà, du monde colonialiste dans lequel on était encore à l'époque. Un retour aux sources qui malheureusement s'est mal passé, très très mal passé, parce que entre autres les Jamaïcains et puis le peuple marron qui essayait de revenir, a essayé de faire, c'est de donner de l'argent, aider l'empereur qui était au pouvoir lors de la reprise par les Italiens, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'ils ont réussi... On parle de Haïlé Sélassié Ier, en fait. On parle de l'empereur. Ouais, Haïlé Sélassié Ier, ouais, qui a perdu donc le pouvoir en 36 ou en 37, quelque chose comme ça, et puis qu'il a récupéré en 41. Et il a voulu remercier le mouvement Rastafari et les Rastas en leur donnant une terre. Il leur a donné une terre au sud de Chachamene, si je me souviens bien, de manière à pouvoir avoir un rapatriement. Il les a remerciés donc parce que ils leur ont donné de l'argent. Voilà, il a vraiment participé aussi au niveau ce groupe Rastafari a aidé de manière monétaire l'empereur qui est déchu, quoi. Donc voilà. Donc là, ils sont bien revenus, mais une fois revenus, malheureusement, ils n'ont pas été reconnus en tant qu'Éthiopiens. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire et triste parce que du coup, ils n'avaient pas les mêmes droits. Ils n'avaient pas le droit d'amener les enfants à l'école. Ils n'avaient pas le droit de travailler ou de voter, par exemple. Voilà. Et c'est seulement dans les années 2010, 2018, je crois, 2017, où ils ont finalement eu la possibilité d'avoir une carte d'identité afin d'avoir à peu près les mêmes droits que les Éthiopiens, mais toujours pas le droit de voter, ni de participer à l'armée, ce genre de choses. Ouais, ce qui est dingue, c'est que ce mouvement, en fait, il est chargé d'un grand espoir, quoi. C'est le retour, en effet, après des siècles d'esclavage, d'oppression. C'est pour ça on a cette thématique-là dans beaucoup de chansons, dans beaucoup d'airs de reggae, si on écoute Bob Marley. Bob Marley, en fait, il assiste à la visite de Haïlé Sélassié en Jamaïque, et c'est en 66 qu'il devient Rasta, et notamment sous l'influence d'un précurseur du mouvement, qui est Mortimer Plano, et qui voit justement en Haïlé Sélassié le Messie, quoi, et donc celui qui guidera véritablement les anciens esclaves à la liberté, à la fin de l'oppression. Et donc ça donne, ça irrigue ensuite tout le reggae, sa spiritualité. Drove Drake, j'ai l'impression que c'est pas ta tasse de thé, quoi. J'ai l'impression que toi, t'es le seul ado de 15 ans qui avait pas son poster de Bob Marley dans sa chambre, quoi. Alors effectivement, j'avais pas de poster de Bob Marley. Après, Bob Marley, c'est quand même très bien, on va pas se mentir. Y a pas le fait qu'il soit connu, c'est pas le fruit du hasard. Ah oui, il a un peu de talent, ouais. Un petit peu, ouais. Non, ce qui me dérange avec le reggae, c'est plus ce qui en a été fait par la suite. Je pense à Trio, je pense à Sinsemilia. Ça balance. Je pense au punk à chien. C'est facile. Je peux juste terminer sur le reggae parce que ça a une importance outre que le style musical en même temps, c'est l'importance du studio dans l'enregistrement, en fait. Les techniques qui sont plus liées au reggae dub, en fait. Le jeu très 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 mystique et la volonté de faire de la magie sur de la bande, de capter quelque chose qu'on peut pas capter en live, mais qu'on peut capter uniquement dans le studio. Et ça a influencé la Sony mondiale. Tout le monde, le travail de studio s'est développé ensuite énormément suite à ça, alors que c'était des artisans qui travaillaient avec vraiment des bouts de ficelle. Enfin, on imagine qu'ils ont un matériel de fou à disposition, et en fait non, c'est juste des sorciers du son qui travaillent avec des bouts de bois, quoi, presque. C'est impressionnant, ça, comme truc. Donc big up pour le reggae quand même.
Et c'est vrai, ouais. Et cette magie qui s'opère dans le son, si on essaye d'aller regarder un petit peu des musiques qu'aujourd'hui on classe dans les musiques un peu élégantes, dans les world music un peu trendy, quoi, un peu branchées, il y a un phénomène musical qui nous arrive d'Éthiopie qui est l'ethio jazz. Mm. Et l'ethio jazz, ouais, déjà ça fait classe de dire qu'on écoute de l'ethio jazz. C'est vraiment le style de musique qui a fait les grands jours de Radio Nova et de FIP, quoi. C'est Ah, tout à fait, vraiment ouais. ça passe de l'ethio jazz tous les jours. Puis en plus, quand tu colles un préfixe, tu vois, fléchant le style comme ça vers de la world, t'étais sûr d'intéresser le gratin, quoi. Le ethio jazz, tout de suite, tu vois, ça, c'est pas du jazz, quoi. Il faut s'y connaître un peu, c'est plus culturel. Donc on va voir un peu si les gars, vous êtes in ou pas. Sinoué, l'ethio jazz, c'est ton genre de vibe? Je connais très peu, donc malheureusement, je vais pas pouvoir m'exprimer Ah dessus. bah voilà. Non mais c'est tout, voilà, Ouais, c'est clivant, je ouais. l'avais dit, j'avais Non, annoncé. mais je dis pas, c'est très bien. Druve Duek a pu m'envoyer quelques exemplaires, j'ai bien écouté, c'était vraiment très sympathique, mais voilà, enfin, je connais pas assez pour pouvoir Ouais, m'exprimer plus. qu'est-ce que tu as envoyé, Drofduek, en Ethio Jazz? Eh bien, Vince, il y a une collection qui existe depuis pas loin de 25 ans, je crois, qui s'appelle Éthiopique, et qui a plusieurs volumes et qui a contribué énormément à l'avènement en France, enfin, à la reconnaissance de ce mouvement en France. Je sais pas si on peut vraiment parler de mouvement, mais en fait, c'est des Éthiopiens qui font du jazz et il y a une utilisation particulière du rythme, des mélodies, enfin des gammes qui sont pas du tout celles auxquelles on s'est habitué, très peu occidentales et donc complètement exotique pour nous. Et il y a ce côté-là un peu qui est fascinant. Donc il y a eu aussi l'utilisation de l'ethio jazz dans certains films qui ont popularisé un petit peu aussi cette musique. Je pense par exemple à Broken Flowers de Jim Jarmusch, un film de Ouais, 2009 ouais. avec Bill Murray, qui utilise beaucoup des morceaux de Mulatu Atsatke, qui est un peu la figure de proue de l'ethio jazz, et qui utilise ces morceaux de manière un peu récurrente dans le film. Donc ça s'incruste après dans l'inconscient du spectateur. Ouais, ouais. Mulatu Astatke, hein, pour les auditeurs hein, qui voudraient écouter de l'Ethio Jazz. Ouais, c'est assez particulier, hein, c'est inhabituel, et Mm. tu le dis bien, en effet, ouais, les rythmes sont pas habituels. Alors, puisqu'on est sur le terrain du cinéma, alors on peut pas véritablement parler de l'Éthiopie comme une nation du cinéma, hein. Il y a des nations du cinéma en Afrique, hein. On peut penser au Niger, on peut penser au Sénégal. On a beaucoup de réalisateurs qui se sont fait connaître dans leur pays ou à l'international. Mais il existe un cinéma d'art et d'essai éthiopien. Moi, il y a un réalisateur que j'ai découvert récemment, qui a réussi à se faire remarquer dans de nombreux festivals européens. Alors, il a passé une partie de sa vie aux États-Unis, hein, mais il a fait le choix, lui aussi, alors c'est pas un Rastafari du tout, mais il a fait le choix d'un retour à l'Éthiopie, il y vit maintenant. C'est Yared Zeleke, et il a réalisé en 2015 un film qui s'appelle Limbe, et qui a été sélectionné, c'est le premier film éthiopien, sélectionné au Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Et c'est un film que j'ai trouvé bluffant. Je sais pas si tu l'as vu, Sinoué. Oui, absolument. Je l'ai vu justement récemment, absolument magnifique. Je voudrais quand même revenir sur Yared Zeleke, pour le dire simplement que il a eu la même sensation que toi quand tu étais enfant. Quand lui, il est arrivé à l'âge de 10 ans aux États-Unis, c'est quand même extraordinaire. Il s'est aperçu du regard que les Occidentaux avaient sur l'Éthiopie. Et c'était très mauvais. Ouais, ouais, On l'a tout de suite, ouais. personne à l'école ne voulait manger avec lui parce que justement c'était le petit gars qui avait pas à manger, etc. Donc voilà, donc il a très très mal vécu cette période de sa vie, en tout cas son enfance. Il a mis beaucoup de temps justement à sortir de cette sorte d'état d'âme qu'il a eu quand il était aux USA. Et donc voilà, ça rejoint tout à fait ce que tu disais au début, hein. Ouais, ouais, il y avait d'énormes préjugés. Ouais, il le Ouais, raconte en effet. Je pense tu fais référence à une interview aussi bien sûr. que j'ai vu, enfin qu'on a vu, je pense en commun, et dans lesquelles ouais, il raconte ça. Ce qui est très étonnant, c'est que on lui demande s'il avait de l'eau chez lui, Ouais, c'est fou. enfin voilà, des préjugés énormes. Si voilà, lui, il souffrait pas de la famine aussi. Enfin, voilà, un ensemble de qui
voilà, et les gens connaissaient que ça, quoi. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand il arrive, bah oui, ils connaissent We Are the World, quoi. Ouais. Donc ils se sont construits une Éthiopie complètement folle. Et dans ce film, ouais, justement, il développe une image assez particulière, très poétique. Ouais, tu veux nous en parler, Sinou? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que il a voulu casser un petit peu l'image que tous les occidentaux avaient de l'Éthiopie, avec ce film qui est absolument magnifique, qui est basé sur l'innocence, jusqu'à l'arrivée à l'âge adulte, d'un enfant qui, a eu comme lui, des déboires assez tristes, enfin vraiment très tristes dans sa vie. Et je le salue parce que la façon dont il réalise, que ce soit au niveau de l'image qui est absolument extraordinaire, Ouais. du casting aussi, quand il en parle justement, il dit qu'il a majoritairement du coup avec des enfants, il a dû caster 7000 personnes. Ça a mis 5 ans à se mettre le film parce qu'aussi Ouais, en Éthiopie, ouais, ouais. c'était le gouvernement n'a pas l'habitude du tout d'avoir des cinéastes sur place tout simplement. Donc il faut avoir les droits aussi pour récupérer des enfants, souvent d'ailleurs d'Addis Abeba, la capitale. Et où il faut avoir le droit de pouvoir les amener du côté des plateaux au nord-ouest donc d'Addis Abeba, c'est très loin, donc c'est beaucoup de difficultés au niveau du film, et finalement ça se voit pas. Il y a une fluidité qui est extraordinaire. Il voulait justement raconter quelque chose. Je parlais d'innocent justement avec le côté mystique, rêveur de l'enfant, et c'est absolument présent quoi. Ouais, ouais, donc pour le résumer rapidement, hein, c'est le jeune homme s'appelle, dans le film, Ephraïm. Il est accompagné d'une brebis qui est, la brebis, en fait, qu'aimait sa mère qui est récemment décédée, et son père, Ephraïm doit abandonner son fils, parce qu'il a pas d'argent, il peut pas l'élever, donc il doit aller travailler à la ville, et pour cela, il le laisse, enfin, il le confie à son cousin, dans la campagne, donc dans une zone très rurale de l'Éthiopie. Et Ephraïm ne rêve que de retourner voilà, dans sa maison, celle qu'il connaît, avec la brebis qui est le dernier animal auquel s'est attachée sa mère. Et il va tenir vraiment à cet animal, à cette brebis qui est en plus une sorte d'image de l'innocence aussi, hein, de l'enfant. Et le mouton, hein, dans les traditions éthiopiennes, il est sacrifié, comme dans beaucoup de religions. Il est au milieu d'une famille chrétienne, et voilà, on menace de tuer sa brebis, surtout qu'elle a été donnée comme un cadeau par son père pour que la famille cousin s'occupe d'Éphraïm. Et autour de ça, ouais, on a cette métaphore de la brebis, de l'agneau égaré, de l'agneau de Dieu. Enfin, il y a toute cette dimension qui est très forte, et qui est un film époustouflant. Moi, ce qui m'a plu dans ce film, c'est aussi le côté un peu 400 coups. Il y a un petit côté Truffaut, hein, on suit Ephraim qui passe aussi donc par cette perte de l'innocence. Il se met un petit peu à piocher enfin, à voler quoi, à faire l'expérience, voilà, de la violence aussi, à se faire un petit peu harceler par une bande de gamins. Enfin, c'est vraiment, il y a un côté un peu picaresque dans ces aventures, et ça fait un peu film d'apprentissage. Voilà, et j'ai vraiment été touché par l'interprétation du gamin qui joue vraiment très très juste. Ouais, les enfants sont super bien castés, hein, c'est ce que disait Sinoué. Il y a tout un travail, voilà, de casting, de la recherche de l'expression juste. Et ouais, ça en fait un film époustouflant, quoi. Et un film très fluide, hein, malgré toutes les difficultés de tournage, comme parlait Sinoué. C'est vraiment un film qui s'enchaîne, qui a un côté un peu flottant aussi, qui est peut-être particulier au pays. Le côté aussi qui est pas trop surligné, la coexistence pacifique entre les différents peuples et les différentes religions dans ce pays. Apparemment, c'est ce qu'il voulait rendre aussi à l'image.
mais j'ai pas trouvé que c'était fait de manière ostentatoire. Alors, on a en Éthiopie, je disais, il y a quand même une petite poche de cinéma d'art et d'essai. On peut penser à Guérima, qui est un cinéma, qui est un cinéaste activiste, qui a un regard très critique sur la société, qui a une esthétique très proche du jazz, avec des phases assez extatiques dans ses films. Alors, pour rester dans les arts graphiques, on va quitter le cinéma. J'ai gardé le meilleur pour la fin, dans le top of the pop. C'est une œuvre qui fait rêver dès la première lecture et qui continue de nous émerveiller à chaque fois qu'on le reprend. Enfin, moi, à chaque fois, je me replonge dans cette œuvre. Je pense que Sinway va être d'accord avec moi, parce que quand on a parlé de faire l'Éthiopie, c'est tout de suite ce qui nous est venu en tête, les Éthiopiques d'Hugo Pratt, les aventures de Corto Maltese en Éthiopie. Toi, Sinway, les Éthiopiques, tu découvres ça à quel âge? Ça a quel effet sur toi quand tu découvres? Un effet extraordinaire. Je veux dire, c'est comme une claque, un réveil, quoi. Vraiment, l'envie de découvrir, l'envie de comprendre. Il y a tellement de... Voilà, il y a différentes religions, encore une fois, il y a différentes cultures qui sont mêlées. Il y a puis bon, c'est Corto Maltese avec Hugo Pratt qui le dessine de manière extraordinaire. Le dessin est fabuleux. Corto Maltese, personnage énigmatique, romantique, anarchiste, mais en même temps, ouais, enfin, voilà, donc c'est vraiment une énorme claque. Ouais, ouais, ouais. À quel âge t'étais enfant ou 15, je sais ado? pas, entre 13 et 15 ans, je pense. Ouais, ouais. Et j'ai tout fait. Ouais, tu l'as découvert au bon âge parce qu'en fait, bon, clairement, c'est pas une BD d'enfant, quoi. C'est pas, je veux dire, quand Non. on est enfant, on peut lire Astérix, on peut lire Tintin. Hugo Pratt, à la fois, on peut se laisser emporter par le côté épique, mais alors c'est très, très poétique, c'est très référencé. Absolument. C'est extrêmement bien écrit. C'est un dessin, en plus, qui est pas tout de suite accessible, parce que c'est vraiment des aquarelles. Toi, Drofduek, c'est une BD que tu connais, qui te plaît, les Éthiopiques? J'ai un peu un rapport problématique avec Hugo Ah Pratt, ouais? c'est que moi j'ai du mal à rentrer dedans. En fait, j'y suis venu très très Ouais. tard. Et moi, c'était quand j'étais petit, c'était trop austère pour moi. Ouais, c'est ça. Ça manquait de Spider-Man en fait, des trucs comme ça. Ouais, 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 Non, non. Et, après, je pense que c'est vraiment de la bande dessinée adulte, ouais. et que moi, pour le coup, j'étais pas assez adulte pour pouvoir la prendre en tant que œuvre, voilà, multi-référencée, très littéraire. C'est pas ce que je cherchais dans la bande dessinée, qui était pour moi qui devait être du pur divertissement pour moi. Mmh, 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 mmh. Justement, il y a plusieurs âges pour le lire et il y a plusieurs compréhensions. On n'est pas obligé de tout comprendre. On peut voir simplement l'aventure, le divertissement. Enfin, c'est pas vraiment le divertissement, mais c'est l'aventure et puis l'échappée complètement différente du monde qu'on a l'habitude de voir. Et puis plus tard, essayer de comprendre un petit peu, quand on est plus adulte, le texte. Voilà. Pour moi, c'est vraiment d'abord l'image qui m'a parlé, et j'ai pas pu faire autrement en regardant cette image. Elle était tellement charismatique que je me suis mis à la lecture. Je suis quelqu'un qui, justement, quand j'étais jeune, ne lisait quasiment pas, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que ça peut introduire à de la lecture et même à une forme de littérature. En effet, Corto Maltese, voilà, c'est un personnage, voilà, c'est un héros un peu intrépide, très viril aussi, hein, dans tout ce que ça peut évoquer, hein, dans ces années-là. C'est aussi un peu voilà, l'image d'Hugo Pratt, hein, qui lui-même, en tant qu'auteur et dessinateur, a une vie incroyable, hein, qui connaît l'Éthiopie pour y avoir vécu, pour y avoir perdu son père, hein, d'ailleurs. Donc il y a toute une quête, hein, où il retourne chercher la tombe de son père en Abyssinie. Enfin, il y a toute cette dimension-là aussi. C'est le 20e album des aventures de Corto Maltese, les Éthiopiques. Il est découpé en quatre histoires, Au nom d'Allah miséricordieux, Le coup de grâce, et d'autres Roméo et d'autres Juliette. Puis la dernière histoire, c'est les hommes léopards du Rufiji. On est dans l'atmosphère, enfin dans l'époque Première Guerre mondiale. Donc vraiment, voilà, l'Éthiopie qui est divisée aux mains des Anglais, des Italiens, différentes factions, des fronts de libération. C'est passionnant, c'est en effet très littéraire. Je suis tout à fait d'accord, je te rejoins. Il y a différents niveaux de lecture.
voilà, le lire pour l'aventure, pour le côté épique. On peut le lire pour le côté poétique parce que y a des références à Rimbaud, il y a des références très littéraires, il y a peut-être même en filigrane des références encore plus anciennes, parce que Hugo Pratt, c'est un grand lettré, un grand érudit, donc peut-être même qu'il faisait référence au roman grec. C'est une œuvre qui s'enracine dans beaucoup de traditions littéraires, et de façon générale, l'Éthiopie en fait nous ramène souvent à des origines lointaines. On dit souvent d'ailleurs de l'Éthiopie que c'est le berceau de l'humanité. Alors je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, mais c'est un peu souvent vu comme la terre des premiers hommes, des premières femmes. C'est le lieu où l'on veut revenir, où c'est le lieu où finalement on envisage sa destinée. Rimbaud qui finit sa vie en Éthiopie, avec quelque chose de très fort, voilà, dans cette idée de les Rastafari, on le disait tout à l'heure, qui veulent revenir, voilà, comme si c'était la source à laquelle on voulait remonter. Et d'ailleurs, les premières traces de l'humanité, eh bien, elles sont dans les parages. Dans les années 70, on fait ces découvertes assez étonnantes des fossiles d'hominidés. Alors, peut-être. En tout cas, c'est ce dont Lisa va nous parler tout de suite dans son exercice isométrique. Alors, tu poses mon bouquin d'exercice isométrique tout de suite. Merci. Bonjour à tous les auditeurs, je m'appelle Lisa et je vous souhaite la bienvenue dans mon exercice isométrique du jour. Aujourd'hui, le thème de Monde de Nerd étant l'Éthiopie, je me suis dit que j'allais vous raconter l'histoire d'une Éthiopienne célèbre dans le monde entier, Lucie. C'est le paléoanthropologue français Yves Coppens et son équipe de scientifiques français, américains et éthiopiens qui découvrent le 30 novembre 1974, dans le désert de l'Afar, au nord-est de l'Éthiopie, un squelette d'hominidés, c'est-à-dire de la famille des grands singes, comprenant les espèces humaines fossiles et actuelles, ainsi que les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Les fouilles dans cette région ont déjà mis à jour de nombreux ossements d'hominidés, mais c'est à l'époque le plus vieux fossile d'hominidés jamais découvert, un australopithèque âgé de 3,2 millions d'années. L'équipe de Coppens retrouve plus d'une centaine d'ossements appartenant à cet hominidé, dont une cinquantaine facilement identifiables, et on parvient à reconstituer son squelette à 40%, ce qui est exceptionnel pour un fossile de cet âge. Ce squelette nous livre plusieurs informations. L'individu fait partie de l'espèce Australopithecus afarensis. Sa petite taille, 1,10 m environ, la finesse de ses os et la forme de l'os du pubis permettent de déduire que c'était une jeune femelle d'une vingtaine d'années au moment de sa mort. L'étude de sa denture révèle aussi qu'elle était plutôt végétarienne et se nourrissait de racines, de bulbes et de tubercules. On arrive même à savoir, grâce aux traces laissées au niveau de l'articulation entre la colonne vertébrale et le bassin, qu'elle a eu au moins une grossesse. Ses découvreurs l'appellent Lucy, prénom qui fait référence à un titre des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, qui revient en boucle sur une cassette qu'ils écoutent dans la tente le soir en répertoriant les ossements. Lucy est un des fossiles majeurs pour expliquer l'évolution de notre espèce humaine, car il associe deux caractéristiques importantes des hominidés, la bipédie et la possibilité de grimper. La forme et la disposition un peu rentrée de l'os du fémur et le bassin bas et large de Lucy montrent qu'elle pouvait se déplacer sur le sol en position bipède sur de courtes distances et qu'elle se déplaçait également dans les arbres. Ce double mode de locomotion était particulièrement bien adapté au milieu, qui mêlait des marais où des fossiles de crocodiles et d'hippopotames ont été découverts, et des forêts et des prairies. Ce constat a été le point de départ de la théorie de l'East Side Story, popularisée par Yves Coppens, qui explique que c'est la transformation de la végétation à l'est du rift africain, de plus en plus basse et découverte, qui a favorisé l'apparition de la bipédie chez les populations d'hominidés dans cette région. Mais cette théorie de l'East Side est remise en question depuis que des squelettes fossilisés ont été trouvés ailleurs que dans l'Est Afrique, au Niger, au Tchad et en Afrique du Sud. En conclusion, on peut dire que l'histoire de l'évolution de notre espèce, Homo sapiens, est une histoire africaine, longtemps est-africaine, ainsi que le démontrent les nombreuses espèces fossiles d'hominidés retrouvées en Éthiopie. Mais peut-on dire que Lucie est notre ancêtre ? Au risque de vous décevoir, la réponse est non. Lucie appartient à une branche différente, aujourd'hui morte, du buisson d'espèces d'hominidés, et Homo sapiens a une autre branche. Nous partageons simplement un ancêtre commun. Ce n'est donc pas la mère de l'humanité comme on a pu la surnommer au départ, mais notre cousine lointaine.
Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cet exercice isométrique du jour vous a plu et que vous vous êtes imaginé marcher dans le désert de Lafar, terre où ont vécu nos nombreux cousins, vieux de plusieurs millions d'années. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Lucy in the Sky with Diamonds. Les Beatles dans la tente. Est-ce qu'on n'aurait pas affaire à une découverte de beatnik là quand même? Moi, je vois bien les gars sous Ouais. hallucinogènes inventer la théorie de l'East Side. Ouais mec, elle marche dans la prairie, tu vois. Mais à quatre pattes, c'est pas pratique, tu vois. Et les autres de répondre. Yves, t'es un génie. Remets la cassette des Beatles et fais tourner les fossiles. Oui, totalement. C'est totalement comme ça que ça s'est passé. Mais ouais, mais c'est ça, c'est historique quoi. Ça vous évoque quoi, cette Lucie découverte comme ça dans le rift éthiopien? Bah moi, en fait, ce qui m'a vraiment surpris, c'est de savoir, parce qu'au début, on n'était pas au courant, mais savoir qu'en réalité, c'était qu'une ancienne, enfin une cousine éloignée. Du coup, mes Ouais, c'est questions, ça. c'était un petit peu de savoir, à la même période, qui étaient nos ancêtres, pas nos cousins, mais vraiment nos ancêtres, et étaient-ils d'Éthiopie, étaient-ils, voilà, de ce plateau, quoi. Ouais, alors Lisa l'évoque un petit peu, mais tu as tout à fait raison de Ouais. soulever ça, parce qu'en fait, depuis, hein, donc dans les 40 dernières années, on a fait énormément de découvertes pour les traces des hominidés. Il y en a plus au nord, il y a Yakomdrai en Afrique du Sud, il y a énormément de chantiers actuellement, il y a encore des chantiers en Éthiopie évidemment, mais c'est vrai que l'image qu'on se faisait peut-être il y a quelques décennies de l'Éthiopie comme berceau de l'humanité, elle est peut-être un petit peu erronée, parce que Lucie fait partie de l'arbre évolutif des cousins d'Homo sapiens, mais c'est pas notre ancêtre. Moi, je voulais juste dire que les Beatles, c'est quand même cool, hein, et grâce à eux, on a quand même nommé ce qu'on pensait être l'ancêtre de l'humanité. Ils avaient tout vu en fait, les Beatles. Hein. Ils ont tout vu en musique, ils ont tout révélé. Est-ce qu'ils sont amis avec Nicolas Cage? On ne le saura peut-être jamais. Bon, tout ça c'est bien, mais dites-moi, on n'a pas abordé un sujet important. En Éthiopie, on vit sous quel régime? Un régime à base de Wish Lorraine, évidemment. C'est la dernière rubrique de l'émission. Excuse-moi, à base. À base de Wish Lorraine, c'est des petites tartes. Alors, dans cette Wish Lorraine, comme d'habitude, évidemment, on mange des chips. Nous, on mange du popcorn. Ah, vous n'avez pas de chips? Ouais, non. On va manger du popcorn, alors, d'accord. Et justement, Mais quel monde si de on mange... merde. si on mange du popcorn, on peut manger du popcorn et boire du café, non? Si on est en Éthiopie, Bah, on peut carrément. On est évidemment obligé, pas... on est obligé. Bah, surtout que Pas- le on peut café, pas- c'est un petit peu une coutume, une tradition, quelque chose d'énorme. Autant au Japon, on a le thé et la cérémonie du thé, autant en Afrique, on peut pas passer à côté. C'est vraiment la cérémonie du café, une cérémonie Ouais. qui peut quand même durer facilement 1 heure. Voilà, en moyenne. Ah ouais, hein. d'accord. Donc, ouais. On le voit un peu dans l'Ambe, justement, on en parlait dans le Top of the Pop. Il y a les enfants, on leur sert du café, en fait. Hein, donc très tôt, il y a quelque chose... Ouais. Alors moi, j'ai trouvé du café éthiopien chez Nespresso. Donc je leur fais une petite pub au passage, leur café éthiopien, le café Ethiopia. Je ne sais pas s'il vient d'Éthiopie d'ailleurs ce café, mais il est très bon et que Georges Clooney le sache, je suis candidat à son poste. Voilà. Il est prévenu, je lui dis. Wattles. Moi, il y a un truc qui m'étonne aussi, c'est qu'on avait parlé pour l'Islande, voilà, du succès du skier qui était arrivé comme ça. Moi, c'est le succès des restos éthiopiens il y a quelques années. On a vu comme ça fourmiller un peu plein de restos éthiopiens. Alors c'est vrai que c'est super bon. Et comme l'Ethio Jazz, il y a un côté un peu élégant, hyper classe, Élégant et exotique. exotique. Ouais, Ouais, bon. c'est un peu... J'aime beaucoup d'épices. Euh, Il y a un geste dont on n'a pas parlé, mais qui est superbe et qui s'appelle le gourcha, hein, et qu'on voit justement dans l'Inde. Donc c'est absolument fabuleux. C'est de préparer une bouchée et de la donner à la personne qu'on aime. Et ça, c'est vraiment une tradition qui est absolument extraordinaire. Et c'est uniquement quand on a ce genre de choses, quand on arrive là-bas et que quelqu'un nous donne à boucher, qu'on comprend qu'on est le bienvenu et qu'on fait partie de la famille. Et ça, franchement, je trouve ça fabuleux. Fabuleux. Bon les gars, pour revenir en France, Addis Abeba, Paris, dans l'avion, qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on regarde? Petite dernière reco pour finir cet épisode de Monde de Nerd.
Sinoué, t'as des recommandations à faire à nos auditeurs? Oh, bien sûr, j'en ai pas mal des recommandations. Arte a fait un très beau documentaire qui s'appelle l'Éthiopie, le toit de l'Afrique, qui est absolument fabuleux. Il montre les différences climatiques, etc. Et puis les espèces endémiques comme le loup d'Abyssinie, qui est vraiment unique de la région des plateaux, et puis bien d'autres. Après, il y a Alganesh. Ah bah c'est une prise au cœur quoi. C'est quelque chose de magnifique. Donc ça suit un petit peu le problème des réfugiés en Éthiopie. Il y a quand même 700 000 personnes qui sont réfugiées là-bas et on suit donc un docteur, le docteur Alganesh, d'où le nom du documentaire, qui décrit un petit peu son combat au quotidien et notamment la possibilité d'aider tous ces réfugiés, et puis aussi des prisonniers de guerre. Ça, je vous le conseille absolument parce que ça redonne foi en l'humanité. Quand on voit ce genre de personnes qui dédient leur vie pour cette cause, c'est absolument fabuleux, quoi. Et toi, Drovduek, tu as des recos à faire? Bah écoute, moi je recommanderais peut-être le café éthiopien dont j'aurais bien besoin. Et pour me réveiller un petit peu, je propose un disque d'une collaboration d'un certain Getachew Mekuria qui joue avec le groupe The X, qui est un groupe assez mythique. The X, un groupe hollandais qui a influencé Sonic Youth ou Fugazi. Pas des petits groupes quand même. Ouais, donc c'est un disque assez qui mêle l'ethio jazz, on y revient, ou au côté un peu plus punk et abrasif des guitares de The X, et ça se mélange très très bien. Donc voilà, ça me boosterait un petit peu, j'en ai besoin. Merci Drovduek pour cette reco. Alors moi comme d'habitude, je vais avoir une reco un peu littéraire. Je vais vous parler d'Eben de Rudyard Kapuscinski. Kapuscinski, c'est un écrivain voyageur qui a parcouru l'Afrique. Donc dans ce livre, Eben, en fait, c'est son carnet de voyage. C'est passionnant. Il part à Dar es Salaam, Addis Abeba. Enfin, il traverse toute l'Afrique et notamment la corne de l'Afrique. Il parle de son contact avec les populations locales, ses difficultés à se faire parfois comprendre, des coutumes, l'extrême gentillesse des gens qui l'accueillent, les difficultés qu'il peut avoir parfois sanitaires, parfois matérielles. C'est vraiment très très beau, Kapuscinski. Et je lirai ce livre en écoutant l'ethio jazz aussi, mais un groupe français qui fait de l'ethio jazz, donc franco-éthiopien, qui s'appelle Badoumes Band. Ils font beaucoup de featuring, beaucoup de collaborations avec pas mal de groupes. Il y a un album en particulier que j'adore qui s'appelle Alégena, qui est sorti en 2011, qui est un album super punchy, quoi, quand on a besoin de café et qu'on est fatigué comme tous les trois ce soir pour cet épisode. C'est pas qu'on n'aime pas l'Éthiopie, bien au contraire, on adore ce pays, on adore cette culture, mais voilà, il y a des jours avec, il y a des jours un peu moins avec, quoi. Et donc Alégena, on aurait peut-être dû écouter du Alégena avant de commencer. Je proposerais une BD aussi, parce qu'on a parlé des Éthiopiques, du Goprat. C'est pas forcément évident, c'est très littéraire, mais si on veut s'initier ou initier des jeunes à l'Éthiopie, avoir cette image de peuple guerrier, fier, et un peu rentrer dans l'histoire, notamment des Sélassié durant les années 30, je propose les aventures de René Stone. C'est écrit par Julie Birman et dessiné par Clément Oubrerie. Le premier tome s'appelle Meurtre en Abyssinie, donc ça se passe vraiment au couronnement de Sélassié à Addis Abeba. C'est une saga en plusieurs tomes, c'est génial, une ambiance de chasse au trésor. Clément Oubrerie, j'aime beaucoup ce dessinateur, c'est lui notamment qui avait dessiné Ariane Yopougon. On y reviendra peut-être quand on fera un monde de nerd sur la Côte d'Ivoire. C'est une super BD. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monde de Nerd jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour une nouvelle destination. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, Instagram, Monde de Nerd, sur YouTube également, on a une chaîne, sur vos applis, vous pouvez mettre 5 étoiles, des commentaires tout gentils, tout bienveillants et avec plein d'amour. Ouais, merci, Rastafari, yeah man. À bientôt pour un nouveau voyage. D'ici là, portez-vous bien. Salut les nerds. Salut à tous, merci encore. Bye bye.
Monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.